Bonjour à tous, on se retrouve pour le 14e épisode du Calisthenics Science Podcast. Ça va être un épisode un petit peu particulier parce que je suis avec Alexandre, oui, mais je suis avec Alexandre en personne. Et oui, il est chez moi actuellement. Aujourd'hui, je suis, même pas aujourd'hui, pendant quelques jours, presque une semaine, je rends visite à Alexandre en Belgique car je participe à une compétition de streetlifting à Bruxelles le 22 février. Et du coup, je n'ai profité pour passer quelques jours voir Alexandre et Gwendal, qui sont les organisateurs de la compétition. On va passer directement au sujet d'aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de la réflexion, des étapes qu'il faut suivre lorsque vous allez choisir, ou plutôt construire, votre programme de calisthenics. Donc on a fait ça en 5 étapes, et on va y aller étape par étape. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Donc, vous avez déjà entendu pas mal parler de. Vous nous avez déjà entendu pas mal parler de programme. Et là, bon, on voulait redéfinir un petit peu la théorie derrière l'élaboration d'un programme pour que vous compreniez un petit peu plus notre logique, qu'on vous mette un petit résumé. Et le fait qu'on soit l'un avec l'autre, bah, ça sera plus intéressant. Et pour les fidèles auditeurs de YouTube, ça va vous changer un petit peu de la plateforme. Donc, pour commencer le programme, ce qu'on a noté en premier lieu, c'est définir ses objectifs. Donc, qu'est-ce que définir ses objectifs? Donc, ici, ben, on fait du calisthenics, donc on va pas aller faire de l'endurance et de la course à pied pour être plus fort et avoir sa planche. Donc, vous comprenez très bien que définir ses objectifs de manière la plus intelligente possible va vous amener le plus possible vers vos objectifs. Du coup. Donc, parfois, il faut aussi, pour définir ses objectifs, on peut utiliser le principe qui est bien connu du SMART. Donc le SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, achevable, réel et dans une durée de temps. Donc pour fixer un objectif, vous pourrez par exemple utiliser un élément. Donc si vous souhaitez avoir un skill, il ne faut pas vous dire tout simplement je veux avoir ma strade de planche. C'est assez vague. Donc, vous voyez déjà aussi votre niveau actuel. Donc, si votre niveau actuel n'est même pas d'avoir une planche ligne ou comme vous commencez à peine le calisthenique, essayez de vous dire, j'essaie d'avoir une tuck planche de 3 secondes dans une durée de 3 4 mois, par exemple, et vous fixez tout votre programme sur 12 semaines pour pouvoir y arriver. Après, il y a plein de manières d'élaborer ces objectifs. Prenez vraiment en compte votre niveau pour qu'il soit justement atteignable, réalistique, réel et mesurable en ayant un objectif assez précis. Je suis assez d'accord. Là, Alexandre nous a parlé de l'acronyme SMART. Ça résume assez bien le- les étapes à suivre pour choisir l'objectif qu'on va définir. Et bon, il a fait une petite parenthèse que j'ai trouvé un peu hors sujet, parce qu'il a dit, bien sûr, on va savoir, on va choisir de faire, comment dire, on va sélectionner un élément qui sera en rapport avec nos objectifs, c'est évident. Il a dit, on va pas faire la course à pied pour choper la planche. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Mais quand même, ça souligne le fait que on va sélectionner un objectif dans le but de mettre en place des étapes, une réflexion pour aller dans ce sens-là, dans un contexte de spécificité. Donc évidemment, avoir un objectif donné, mesurable, je pense que c'est le plus important, mesurable, pour savoir si oui ou non vous allez l'atteindre. Par exemple, on voit souvent des débutants qui disent je veux avoir le handstand. Mais ça veut rien dire. Ça veut dire quoi? Je vais avoir le handstand. Est-ce qu'ils seront heureux lorsqu'ils auront un handstand de 10 secondes qui tient une fois sur 5 Et et qui est en banane. qui est en banane? Je pense qu'ils ne seront pas heureux. Pourtant, on peut dire qu'ils auront un handstand. Donc, donnez-vous vraiment des objectifs réalistes, mais aussi surtout mesurables. Donc, une certaine position d'un skill, par exemple, pour X secondes, ou alors X répétitions à X charge sur un exercice comme par exemple des dips ST ou quelque chose comme ça. Je vous recommande aussi de choisir un à deux objectifs, grand maximum, parce que sinon vous n'avez pas progressé en fait. C'est même pas que vous n'avez pas progressé beaucoup surtout à la fois, c'est que juste vous avez progressé très peu ou pas du tout. Si vous voulez améliorer à la fois votre front lever, votre planche, votre dips ST, votre handstand, votre pancake stretch, votre mana et votre traction à bras. Et, Choisissez.
et votre endurance sur un marathon. Et votre endurance aussi. C'est dans le cas où vous êtes avancé. Si vous êtes débutant, moi je nuancerais un peu plus qu'on pourrait progresser sur beaucoup d'éléments, voire tout à la fois. Et vous auriez même intérêt à le faire pour pas avoir tellement de retard et garder une certaine harmonie. Enfin, mais quand on est débutant, on fera surtout des basics. De toute façon, on fera Ouais, principalement des basiques. ouais. Je voulais aussi rebondir là-dessus sur les objectifs, c'est que analysez aussi vos priorités. Donc, par exemple, tout le monde veut directement avoir la planche, par exemple, ou un drapeau, ou un handstand, et c'est plus intéressant de construire quand même, de prendre le temps de construire sa force de base, ou de perdre du poids si vous êtes vraiment en surpoids, vraiment analyser un petit peu vos besoins avant de commencer à bosser directement sur un objectif. Donc, ici, avec l'expérience, on se rend compte avec quelques années que nos facteurs limitants sont peut-être pas simplement, pas simplement le fait de bosser directement dessus. Donc, on a pas mal expérimenté et bossé beaucoup sur certains skills. Donc, on a bossé par exemple sur notre planche pendant 1 an, 2 ans, et on se voit qu'au final, on n'arrive pas. Peut-être que si on avait pris le temps de bosser beaucoup plus nos bases, nos basiques, vraiment, il ne faut pas hésiter à les faire, peut-être même le plus souvent, le plus longtemps possible. C'est parce qu'il y a des périodes où on a été vraiment à fond sur un objectif directement et on n'a pas priorisé certains aspects de l'entraînement avant d'autres. Donc faites les choses bien dans l'ordre, soyez patient, prenez le temps qu'il faudra pour acquérir une certaine force de base. Je pense à des chiffres comme une vingtaine de dips, des pompes, une certaine aisance avec les pompes, par exemple une vingtaine de tractions bien exécutées, avant d'attaquer certains éléments comme les tractions une main, avant d'attaquer des autres éléments comme le front lever. Parce que si vous avez à peine 3 tractions et que vous commencez directement à vous lancer dans un tuck front lever, ça sera beaucoup de spécificité, d'accord. Vous allez sûrement progresser, peut-être atteindre votre tuck front lever de 5 secondes. Mais après quoi, vous allez essayer de bosser sur l'advanced, le full, et si vous faites qu'un programme très spécifique de nouveau, vous allez peut-être pas avoir assez d'hypertrophie, de masse musculaire, et vous n'arriverez pas à le faire. De même que si vous êtes en surpoids, si vous commencez directement à vous dire je vais essayer de bosser ma planche, c'est bien, ça a une très bonne motivation d'avoir cet élément, mais dans un premier temps, vous avez peut-être intérêt à faire même peut-être limite du cardio pour perdre un peu de poids, et donc voilà. Je sais pas si tu veux rajouter un truc Ouais, là-dessus. c'est un peu tout, je pense. C'est un peu tout ce qu'on avait à dire sur la première partie, qui est de définir ses objectifs. Donc, on résume. Choisissez des objectifs qui sont atteignables, qui sont mesurables. euh, et surtout, n'en choisissez pas trop à la fois. Ouais, quand on est débutant, on peut progresser surtout à la fois. Et c'est recommandé de chercher à augmenter vos basics un peu de partout, donc tous vos mouvements de base. Mais plus vous allez être avancé, moins vous allez pouvoir progresser sur plusieurs skills à la fois. Et une fois que vous êtes plus débutant, je vous recommande de travailler sur 1 à 2 skills max à la fois. Moi, je rajouterais aussi viser haut. Enfin, visez pas trop haut, mais visez haut. Donc, on voit souvent les grands sportifs, ce sont ceux qui visent le plus haut en général. Et si vous vous contentez du minimum, vous allez avoir le minimum. Donc, soyez quand même c'est paradoxal avec le fait d'être réaliste, mais donc, visez quand même vraiment quelque chose qui vous semble quand même impossible dans un premier temps. Ayez peut-être un objectif sur le long terme, et un objectif sur le long terme peut-être irréaliste, pas mesurable, mais à court terme, ayez le but ayez un objectif, comme on l'a dit, bien réaliste, comme on vient de résumer, et plus tard, ayez toujours cette image d'avoir l'objectif suprême sur le long terme. Ok. Ah, t'avais parlé du Kawa? Je n'avais pas Ah parlé du bah kawa, voilà. mais j'ai appris aujourd'hui qu'apparemment le mot kawa désignait le café. Et je me suis demandé si le terme kawa était uniquement utilisé en Belgique ou c'était simplement un terme qui m'avait échappé euh, dans mon apprentissage culturel linguistique de langue française. Et ouais, parce qu'en France, ils parlent moins bien le français que le belge. Non, 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 non. Je pense que les Belges se sont inspirés grandement du français, mais qu'ils ont rajouté quelques mots par-ci par-là pour faire croire que le belge était une autre langue. Mais vous êtes simplement des copieurs du français, hein, tout comme les Québécois. Peut-être. Vous êtes la même race. Voilà.
Après, on ne s'est pas renseigné sur l'objectif, donc on va peut-être regarder ça après le podcast. Et si vous le savez, dites-nous dans les commentaires pour gagner un peu de vue sur notre et de Bien sûr, référence. faites-nous gagner en visibilité, hein. La fameuse astuce du «Oh, commentez votre avis en... Ah, Mettez dans les commentaires si c'est Kawa ou Café. mettez-le beaucoup, beaucoup de fois et demandez à vos amis de, aussi de donner leur avis. Ça fera bon référencement, hein, les copains. On passe ensuite au deuxième point. Donc, le premier point était, on le répète pour la 18e fois, définir les objectifs. Le deuxième point, c'est définir, déterminer le planning qu'on a à notre disposition pour créer ce programme d'entraînement. Maintenant qu'on a défini nos objectifs, il faut voir ce qu'on a à notre disposition pour savoir ce qu'on va avoir euh, pour composer notre programme d'entraînement et bien sûr faire quelque chose qui sera faisable. Ouais. Donc, tout d'abord, pour définir le planning, il faudrait parler un peu de programmation sur le court terme, donc la séance, donc le microcycle, ensuite le mésocycle sur la semaine, et puis son macrocycle sur le mois à venir, ou les mois, et même l'année, si vous faites plusieurs macrocycles. Donc, ben, c'est facile de définir une séance. On va tous front lever routine, ça va bien correspondre avec votre objectif spécifique si vous le souhaitez. Si vous pouvez regarder sur internet le Massive Leg Workout, et là ben, vous avez votre séance toute faite, mais elle ne sera pas adaptée à vous. Il n'y a pas de suivi derrière, comment progresser derrière. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc, comme je l'ai dit, souvent dans un programme, ça commence par même faire un programme directement sur ouais, vous avez votre emploi du temps, vous faites sur votre semaine. Ça a beau être sur papier bien construit, bien structuré, comme on le dit souvent, avec son split push, pull, legs. Ça, on peut en revenir après un peu sur les différents splits. Mais vous pouvez avoir votre routine sur la semaine qui est très bien structurée, mais qui, sur le long terme, qui après 8 semaines, 12 semaines, ben, faites tout le temps la même chose et vous allez vite stagner. Et ce que j'ai appris avec l'expérience, qu'on apprend avec l'expérience, c'est qu'il faut vraiment viser plus loin, vraiment se fixer limite une échéance de compétition. Donc se fixer peut-être un temps complet pour atteindre vos objectifs. N'ayez pas peur sur la durée que ça peut prendre. Vraiment viser peut-être 6 mois sur un objectif, 16 semaines, et, euh, et commencer seulement à planifier à partir de là. En général, on peut considérer qu'il y a plusieurs phases pour atteindre cet objectif, sauf si, exception, vous venez d'un autre sport, ou vous sortez d'un cycle d'entraînement déjà spécifique sur un aspect d'entraînement. Donc, admettons, vous faites déjà beaucoup de musculation, beaucoup de bodybuilding, vous avez déjà une très bonne base musculaire, vous faites même un peu de powerlifting, vous avez déjà une bonne masse musculaire et de la force. Il faudra quand même conditionner un peu tout vos tendons vers des figures. Et, donc, vous pouvez directement presque attaquer votre partie du travail sur un travail technique de figure, de correction neuromusculaire directement. Tandis que si vous êtes débutant, vous avez peut-être intérêt à plus faire une prise de masse, on va dire, plus à gagner en masse musculaire, tout simplement. Donc, je vais peut-être laisser Morgane dire un peu plus là-dessus. Je trouve qu'on a vachement divagué. Ouais, j'ai un peu divagué. Je trouve qu'on a vachement divagué parce que ma planning durée, je l'aurais attaqué d'abord premièrement par quel temps j'ai dans une semaine. Ah, ok, ok, ouais, ouais. Pour, par Ouais. exemple, je peux m'entraîner le lundi, le mercredi, le vendredi. Et le samedi, du coup, j'ai 4 séances que je peux caler dans ma semaine. Mais peut-être qu'il y en a une qui va sauter une semaine sur deux. Donc, au final, par sécurité, je ferai peut-être mieux de programmer ça sur 3 semaines, hein. Mais par rapport à ce qu'Alexandre a dit, là, on a parlé du planning, non pas à l'échelle de la semaine, mais à l'échelle de plusieurs mois, de plusieurs semaines. Euh, c'est quelque chose qui va gagner en importance. Le plus avancé vous serez, ça va être nécessaire d'avoir des objectifs phase par phase. Par exemple, là, comme l'a dit Alexandre, faire des phases d'hypertrophie, puis des phases de force, puis des phases plus de skill. Enfin, puisque lorsque vous allez être plus avancé, vous n'allez pas pouvoir progresser sur tout à la fois. Il va falloir faire des phases spécifiques, des périodes de temps où vous allez chercher à progresser sur une composante de l'entraînement ou une autre. Mais avant tout, je pense que il faut, et surtout quand on est débutant, d'abord voir ça sur le court terme, donc à l'échelle de votre semaine, à l'échelle de 1 ou 2 mois à venir, pour définir les cartes que vous avez en main
pour créer votre programme d'entraînement. Selon le nombre de jours sur lesquels vous allez pouvoir vous entraîner dans une semaine et selon la durée que vous allez pouvoir attribuer à une séance, c'est principalement sur ça que vous allez définir votre programme à la semaine, de manière. Ouais. Vous voyez aussi vos activités extérieures, donc si vous avez un boulot qui vous prend beaucoup de temps, qui consomme pas mal d'énergie, vous avez besoin d'être fort actif, dites-vous aussi que ça va impacter sur la récupération et ça sera peut-être pas faisable de faire 4 entraînements semaine. Vous voyez aussi votre niveau d'entraînement, donc plus vous êtes débutant, moins vous pourrez vous entraîner fréquemment. Quoique, il y a toujours des débats là-dessus. Donc la fréquence d'entraînement, ça on en reviendra plus tard. Ouais, Oui. on en revient plus tard. Ouais. Donc on y reviendra plus tard dans la vidéo. Euh, ouais, une fois que vous avez vu un petit peu votre planning sur la semaine, comme je l'ai dit, donc essayez de voir un petit peu plus loin. Euh, donc, vous voyez aussi la durée du programme. Donc, faites, en général, tant que vous progressez, continuez à le faire. Après, il y a parfois des périodes où vous allez devoir faire une petite semaine de décharge, qu'on appelle ça, donc une semaine où vous allez récupérer un petit peu pour pouvoir réattaquer par la suite. En général, si vous êtes débutant, vous n'allez pas le sentir, vous allez progresser régulièrement, tout le temps. Et vraiment, dans tous les programmes qu'on fait, c'est vrai qu'on périodise tout le temps, etc. Mais si vous progressez vraiment toutes les semaines, chaque fois, et que vous ne sentez pas la fatigue, vous vous sentez parfaitement dans la vie de tous les jours, vous ne sentez pas que le sport impacte d'autres activités, et vos progrès d'entraînement sont conséquents et réguliers, continuez là-dedans, avant peut-être de penser à un programme. C'est vrai que là, on aborde directement des points plus clés. C'est parce que quand on a avancé, on a du mal à progresser indéfiniment pendant quelques semaines, tandis que quand on est débutant, ça se fait très très naturellement. On passe au troisième point. Donc, on vous rappelle que le premier, c'était définir les objectifs et que le deuxième, c'était définir le planning qu'on a à disposition pour programmer les entraînements. Donc, on sait ce qu'on doit faire, on sait les moyens qu'on a, euh, et maintenant, on va choisir nos exercices, donc principalement en rapport à nos objectifs. Il faut que le choix de nos exercices reflète directement nos objectifs. Il faut que si quelqu'un voit votre routine d'entraînement, il comprenne quel est l'objectif derrière ça. Donc si vous avez pour objectif d'améliorer vos dips ST, mais que vous faites des dips une fois dans la semaine, et que le reste du temps on fait du développé couché, des pompes, du développé militaire, des extensions triceps, parce que vous dites que c'est des super exercices accessoires, et que c'est peut-être le cas, mais que vous faites des dips uniquement une fois par semaine, il y a peut-être un souci, et votre programme manque potentiellement de spécificité, même si il serait riche en variations. Donc lorsque vous choisissez les exercices que vous allez mettre dans votre programme, il faut que ça reflète vos objectifs directement. Il faut travailler les mouvements sur lesquels vous voulez progresser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire que ça, parce que les principes de spécificité et de variation sont un petit peu contradictoires, mais le plus important, ça reste la spécificité, et l'un n'empêche pas l'autre. Donc dans votre programme, d'abord se concentrer sur les mouvements sur lesquels vous voulez progresser, ça doit être votre tâche principale, et après on pense à des exercices accessoires. Voilà, essayez de les faire, ça va revenir encore avec la fréquence et l'intensité, etc. Mais faire votre mouvement le plus souvent possible, le plus tôt possible dans votre séance et quand vous êtes frais. Vraiment, si vous faites le mouvement principal que vous voulez vous améliorer, avec le plus de volume par rapport au reste, avec le plus d'attention, c'est là que vous ferez le plus de résultats. Bien sûr, il ne faut pas se limiter à cela parce que vraiment les exercices accessoires permettent de booster ses progrès, de travailler sur d'autres points faibles. euh, Parce que parfois certains mouvements sont peut-être moins bien adaptés à certaines périodes. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est important de varier aussi, même si c'est un contradictoire avec ce qu'on vient de dire. Mais et utiliser par période plus d'assistance, plus d'exercices accessoires, avec d'autres périodes un peu moins. Donc en général, plus on commence dans un programme, plus on est dans le début du programme, plus on pourra varier ses exercices, plus on fait une phase de volume, plus on peut se permettre d'avoir d'exercices secondaires, et plus on avance vers le sommet, vers la fin de notre programmation, plus notre programme doit être spécifique, plus la compétition avance, plus
l'échéance arrive, donc plus on doit se spécifier là-dessus. Et aussi en pourcentage de temps, bah, plus vous voulez être bon dans un objectif, plus vous devez passer de temps dessus. Au niveau des exercices aussi, peut-être juste privilégier les exercices de polyarticulaires, donc qui travaillent plusieurs muscles en même temps. Souvent, on va avoir des biceps, mais on travaille directement des cœurs, et les gens ne font que des cœurs dans la séance. C'est un peu débile, on va dire, parce que tu as plus intérêt à avoir une belle structure. Ça revient un peu aussi dans la définition des objectifs. Si vous voulez, si vous voulez juste avoir des biceps, c'est un peu dommage aussi. Enfin, il faut, c'est un choix logique, hein, mais enfin, c'est un choix compréhensible. Mais il y a des objectifs qui sont plus allez, entraînants que d'autres et qui poussent plus à la motivation, qui vous apporteront plus dans la vie ou dans, dans la vie, dans, dans votre parcours sportif, dans votre adhérence à un programme aussi. On en reviendra plus tard, que d'autres. Alors, le Calisthenics Science Podcast ne cautionne pas les vues d'Alexandre qui se permet de juger vos objectifs comme étant plus ou moins braves, hein, voilà. Alexandre ne tolère pas les bodybuilders, il vient de le dire de façon cachée. Le Calisthenics Science Podcast ne tolère pas ces vues anti-bodybuilder. Nous vous aimons tout le monde ici. Si vous voulez uniquement avoir des gros biceps, vous êtes le bienvenu, hein, contrairement à ce qu'Alexandre dit. Le CrossFit, on vous aime pas non plus. Non, Ce sera que ton il y en a montage. quelques-uns qui sont bien. Ensuite, je voulais aussi rajouter certains exercices peut-être plus pertinents que d'autres. Donc, de nouveau, dans les objectifs, si vous nous suivez, dans le dernier podcast, on parlait de ça. On parlait justement qu'il y avait des mouvements au niveau des skills, peut-être parfois on est un peu paumé dans ces objectifs, et travailler des mouvements, certains mouvements plus les, donc certains mouvements auront plus de transfert et vous rendront meilleur sur d'autres mouvements. Donc il y a certains exercices qu'on pourrait qualifier d'inutiles. Pardon, je me suis trompé de main. Donc d'inutiles. Entre guillemets. Donc entre guillemets. Donc c'est vrai qu'il y en a qui vont nous écouter sur Spotify, sans doute. Donc certains mouvements sont plus qualifiés d'inutiles, voire moins pertinents pour travailler certains d'autres mouvements. Donc par exemple, si votre objectif principal est le Dragon Flag, ben, c'est peut-être dommage d'avoir, c'est encore peut-être visé bas, tu vois, vous voyez. Donc il faudrait peut-être viser plus haut en travaillant plus le prone lever, qui aura plus de transfert vers le Dragon Flag que le Dragon Flag tout simplement. De même pour bosser directement le drapeau, à part si vous voulez vraiment être excellent drapeau, en bossant votre planche et votre front lever, vous allez pas mal développer votre straight arm, votre force bras tendu, et vous allez avoir le drapeau sans le bosser. Même chose pour le back lever. Après, tout ça est discutable aussi. Euh, comme ouais, il y a pas mal d'autres exemples en tête qu'on pourrait avoir. Ok, on va passer à la quatrième chose, le quatrième point auquel il faut penser lorsque vous créez votre programme d'entraînement. Donc vous avez défini vos objectifs, vous avez fait le point sur votre emploi du temps pour savoir quand vous pouvez vous entraîner et si vous allez pouvoir vous entraîner dans les prochains mois correctement. On a vu le choix des exercices, donc des exercices spécifiques à votre objectif, principalement des exercices polyarticulaires et des exercices qui vont vous apporter euh, une large gamme de gains dans différents domaines. Ouais. On passe maintenant au quatrième point qui est le choix de votre volume, de votre fréquence et de l'intensité. Donc ça, c'est trois variables qui sont un petit peu liées les unes et les autres. Donc on va les définir d'abord, hein. Le volume, c'est la quantité d'entraînement qui est faite. Donc souvent, c'est quantifié en nombre de séries par semaine ou par groupe musculaire. La fréquence, c'est le nombre de fois où vous vous entraînez par semaine ou le nombre de fois où vous entraînez un mouvement ou le nombre de fois où vous entraînez un groupe musculaire. Et l'intensité, ça peut être soit l'intensité absolue, donc c'est la charge qui est sur votre barre ou les difficultés d'un exercice, dans le sens où moins vous pouvez faire de répétitions d'un exercice, plus l'intensité sera élevée. Par exemple, vous savez faire 5 tractions
et 10 pompes, l'intensité des tractions est plus élevée. Donc ça, c'est l'intensité absolue. Et l'intensité relative, c'est votre proximité à l'échec, c'est à quel point vous travaillez dur. C'est-à-dire que si vous allez à l'échec sur une série, vous ne pouvez plus faire une seule répétition, et bien cette série sera à une plus haute intensité relative que si vous vous arrêtez à la moitié de votre série, on est encore beaucoup de gaz sous le pied, hein, pour traduire littéralement une expression anglophone. Donc, volume, fréquence, intensité, les trois sont liés. On va donner des recommandations pour chaque élément. Déjà, au niveau de l'intensité, si vous voulez gagner en force, il va falloir passer par des phases où l'intensité sera un petit peu plus haute. Et le chiffre exact, la fourchette de répétition exacte de cette intensité va dépendre de votre niveau. Si vous êtes avancé, vous allez devoir manipuler des charges assez lourdes, aller sur des séries plutôt basses. Mais si vous êtes débutant ou intermédiaire, vous allez pouvoir gagner de la force avec des schémas de répétition, des fourchettes assez moyennes, basses aussi, hein, mais vous n'allez pas avoir autant besoin de descendre bas dans la répétition. Mais dans tous les cas, pour les gains de force, intensité, ça reste important. Pour l'hypertrophie, donc pour le gain de masse musculaire, on peut gagner la masse musculaire avec une grande variété de fourchettes de répétition. Théoriquement, on gagne autant de muscles avec des séries de 5 répétitions qu'avec des séries de 30 répétitions, si ces séries sont menées à l'échec. Bon, en pratique, on ira rarement au-dessus de 20 répétitions, parce que c'est extrêmement casse-couille en fait, hein, d'aller au-dessus de 20 répétitions. Faut du courage. Faut du courage, c'est dur. Ouais, c'est dur psychologiquement, c'est très fatigant aussi. Potentiellement, les séries longues seront plus fatigantes que les séries courtes parce que plus de stress métabolique, etc. Bref, je m'égare. Tout ça pour vous dire que pour l'hypertrophie, la majorité du temps, donc pour le gain de masse musculaire, on sera entre du 5 et du 20 répétitions. Et pour des gains de force, bon, on peut être la majorité du temps entre du 1 et du 8 ou entre du 1 et du 10 selon l'endroit où vous êtes dans votre carrière d'entraînement et selon la phase d'entraînement où vous êtes, et également le type de mouvement. Ça, c'est pour l'intensité absolue. Au niveau de l'intensité relative, euh, on a des gains de force certainement similaires en allant à l'échec ou en gardant quelques reps en stock, donc 2, 3, 4 reps en stock. Et pour l'hypertrophie, potentiellement, ce serait similaire. Il y aura peut-être des bienfaits à aller à l'échec, mais il y aura aussi potentiellement des inconvénients. Ça dépend des études. Globalement, il n'y a pas de différence entre aller à l'échec et garder quelques reps en stock, et potentiellement garder quelques reps en stock. C'est plus safe, hein, vous allez moins vous blesser, l'entraînement sera moins dur psychologiquement, donc on vous recommande la majorité du temps, sur la majorité des mouvements, de garder quelques reps en stock que vous travaillez pour des gains de force ou pour des gains de masse musculaire. Voilà pour l'intensité. Alexandre va vous parler un petit peu du volume. Ok, donc l'intensité est souvent inversement liée au volume. Donc plus on a de volume, plus c'est difficile de mettre de l'intensité. Donc c'est souvent deux variables qui sont opposées. Donc souvent on va faire elles vont varier selon certaines phases comme elles vont dépendre du cycle d'entraînement dans lequel vous êtes. Donc si vous êtes dans un cycle d'entraînement, plus vous tapez dans la force, en général votre volume sera plus faible. Si vous êtes plus dans un cycle où vous voulez plus gagner en masse musculaire avec une intensité plus basse, en général, qui est recommandé, votre volume sera plus élevé. On a parlé aussi de la proximité à l'échec, donc plus vous souhaitez avoir un, je dis un Un peu haut volume, plus vous ouais, voulez. plus vous souhaitez avoir un haut volume et le volume sera aussi, ouais, je voulais rebondir aussi là-dessus, sera fortement lié aussi à la fréquence. Donc si vous souhaitez avoir un haut volume en une séance, là vous aurez peut-être plus facile à aller à l'échec et vous pourriez récupérer, tandis que si vous mettez un haut volume mais avec une fréquence très élevée et que vous allez à l'échec, ça devient plus difficile de garder une certaine intensité de nouveau. On était sur le volume de Ouais, base. ouais, ouais, je Et me tu suis un n'as peu. tu n'as pas fini ta phrase, je pense que tu voulais dire que lorsqu'on a un programme assez haut en volume, donc disons en termes de nombre de séries par semaine, disons que vous faites 16 ou 20 séries de traction par semaine, vous avez tout intérêt à ne pas aller à l'échec sur vos séries de traction, de façon à ce que chaque série soit un petit peu moins fatigante et que ce soit plus tolérable. Au contraire, si votre volume d'entraînement est assez bas, donc disons que vous faites 10 séries pour vos pectoraux par semaine, vous allez plus facilement pouvoir vous permettre
d'aller à l'échec ou proche de l'échec, parce que de toute façon, la quantité d'entraînement, le volume, sera plus faible. Donc on pourra supporter plus facilement d'aller à l'échec. Ouais, bien vu. Je me suis un peu embrouillé les pinceaux. Euh, donc, ouais, je voulais par exemple donner un exemple. Si vous travaillez avec une intensité de 90%, 90%, il sera plus difficile de faire un nombre de séries important. Comme Morgan l'a dit, un facteur qui définit le volume. Tu avais peut-être oublié de rajouter le nombre de répétitions donc, Pour le volume, pour le volume. Donc, série fois ah oui, répétition. alors ça peut compter, Après, ça dépend et aussi de l'intensité du coup. oui, voilà, parce que parfois le volume, et c'était un peu plus le cas avant, on le définissait plutôt comme étant le tonnage. Alors le tonnage, c'est votre nombre de séries fois votre nombre de répétitions fois la charge utilisée. Donc si vous faites 4 séries de 8 répétitions à 60 kg au développé couché, vous avez un tonnage de 4 fois 8 fois 60 kg. Voilà. Cependant, de nos jours, on a plutôt tendance à quantifier le volume par le nombre de séries. Pardon, oui, c'est ça, par le nombre de séries. Simplement parce que c'est un meilleur moyen d'évaluation et un meilleur moyen pour attendre des adaptations et de la fatigue. Dans le sens où des adaptations, disons, d'hypertrophie seront similaires si on est assez proche de l'échec, quasiment peu importe la fourchette de répétition, et seront aussi quasiment tout autant fatigantes. Donc entre 3 séries de 15 et 3 séries de 6, disons, on aura certainement un, un stimulus pour l'hypertrophie qui sera assez similaire, on aura une fatigue qui sera assez similaire. Cependant, le tonnage sera totalement différent, parce que malgré que les 6 répétitions soient réalisées à une charge plus conséquente que les 15 répétitions, on aura quand même plus de tonnage avec les séries de 15 répétitions. Donc on aura plus de tonnage, mais ça ne Pas veut pas forcément. forcément dire qu'on aura plus de gains d'hypertrophie ou que la fatigue apportée sera différente. C'est pour ça que de nos jours, on a plutôt tendance à quantifier le volume en termes de séries difficiles, donc séries menées à une certaine proximité à l'échec. Ouais. Donc, on l'utilise aussi avec le RPE. Donc, parfois, il y en a quelqu'un qui calcule la charge d'entraînement totale en faisant nombre de séries fois le RPE atteint à chaque série de la séance. Voilà, alors le RPE, c'est Rate of Perceived Exertion, donc c'est une échelle de difficulté perçue. C'est une échelle le plus souvent de 0 à 10, ou alors de 6 à 20, mais ça c'est plutôt une échelle utilisée pour les sports d'endurance. Hein, d'ailleurs c'est 6 à 20 parce que ça va mettre en relation par rapport au rythme cardiaque. Simplement lors d'une activité physique, vous divisez votre rythme cardiaque lors de l'effort par 10 et vous obtenez certainement quelque chose avoisinant la difficulté perçue, l'échec. Je m'explique, si jamais vous faites un certain exercice comme du handball et que sur le moment, votre rythme cardiaque atteint les 140 pulsations par minute, vous divisez ça par 10, ce qui vous fait 14, vous êtes certainement à une intensité perçue sur l'échelle de Borg de 14 sur cette échelle qui s'étend de 6 à 20 points. Mais c'est pas tout à fait ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus dans l'entraînement en résistance, c'est-à-dire la musculation, l'entraînement de force en général, la calisthénie, c'est plutôt le RPE dans son application de l'échelle de 0 à 10. 10 étant une série sur laquelle vous ne pouvez pas faire une répétition de plus, vous ne pouvez même pas rajouter 1 kg et faire le même nombre de répétitions, donc c'est vraiment extrêmement dur. 10, c'est parfois aussi considéré comme un échec. Hein, donc, Donc c'est selon l'interprétation, c'est soit vous êtes à 10 quand vous ratez votre répétition, soit vous êtes à 10 quand vous ne pouvez pas faire une autre répétition. parfois, c'est 9,5 aussi. Hein. 9,5, moi je voyais souvent 10 c'était failure, raté quoi. Et 9,5 c'était pas une de plus. Je crois que c'était la distinction entre le 9,5 et le 9. Donc après, le 9 ça dépend aussi du nombre de séries qu'on fait. Moi personnellement, j'ai du mal à traquer un peu les RPE. J'utilise plutôt le rep in réserve qui est parfois inversement lié. Donc c'est le RIR, répétition en réserve. Donc souvent on va dire que quand on a un 9,5, ben, ça veut dire qu'il y a un RIR de 0. Un 9, je crois que c'est un RIR de 1, donc on a une répétition en stock. Et 8,5, 8, souvent on divise par des nombres à virgule. Donc c'est très intéressant de savoir utiliser cet outil.
personnellement, je ne l'applique pas parce que la plupart des gens ne l'utilisent pas non plus, des athlètes que je coach ne l'utilisent pas et c'est assez difficile à mettre en place, mais en tant qu'athlète, ça peut être vraiment un très bon outil à utiliser. Je devrais m'y pencher un peu plus. Donc, c'est un bon outil. Alors en fait, ouais, le RPE, le RIR, comme dit Alexandre, c'est inversement relié, hein. Souvent, on dit qu'un RPE, disons, de 8, c'est 2 RIR, un RPE de 7, c'est 3 RIR, etc. En fait, c'est la même idée, mais dans RPE, donc Rate of Perceived Exertion, il y a un aspect de subjectivité. Donc si vous avez par exemple une fatigue mentale de votre journée, le RPE va peut-être plus monter rapidement à l'entraînement que si jamais vous avez eu une journée tranquille alors que vous avez la même fatigue physique. Bref, alors que le RIR, c'est une notion un petit peu plus objective, mais bon, en fait, dans tous les cas, les gens confondent le RPE et le RIR, donc on perd cette distinction de le RPE est plus subjectif, tandis que le RIR est plus objectif. C'est vrai, Alexandre l'a dit, certains athlètes ont un petit peu de mal à utiliser cet outil-là, et c'est pas un souci, parce qu'il y a d'autres méthodes pour estimer votre proximité à l'échec. Il y a par exemple la vélocité de votre répétition. Ouais, mais c'est lié aussi au RPE, je vais rajouter là-dessus. Dans le RPE, il y a aussi le fait que, admettons, un RPE de 6, vous faites absolument toutes vos répétitions à la même vitesse. Ensuite, plus vous voyez que vos répétitions diminuent au fur et à mesure de la série, au plus, euh, au plus votre RPE monte. Donc là, c'est aussi de nouveau très dur à distinguer parce qu'on peut voir des athlètes un peu plus lents nerveusement qui commencent à ralentir très rapidement, très vite. Donc leur vitesse d'exécution sera, on aura vraiment l'impression qu'ils ont de plus en plus, qu'ils ont vraiment du mal à la faire. Et parfois, ils ont encore un RIR de 3 limite. Et à l'inverse, on voit des athlètes très explosifs. On a l'impression qu'ils ont encore 5 reps dans le sac. Et boum, tu les vois qui restent en bas parce ils sont un peu plus nerveux, ils ont plus de batterie du tout. Donc c'est souvent les athlètes plus d'endurance qui ont des vitesses d'exécution qui ralentissent plus, tandis que les plus nerveux sont plus rapides. Donc c'est aussi de nouveau un paramètre en plus pour vous aider dans le RPE, mais qui n'est pas toujours facile à utiliser. Souvent, c'est lorsqu'il vous reste 4 reps en stock, c'est à ce cap-là souvent que vous commencez à voir une légère baisse de la vitesse de votre barre ou de votre corps, hein, sur le mouvement de votre corps, peu importe. Donc oui, donc, tous ces concepts-là sont un petit peu liés, le RPE, le RIR, euh, l'entraînement basé sur la vélocité de répétition, et également un autre outil que vous pouvez utiliser pour plus facilement traquer votre RIR ou votre RPE, c'est de temps à autre aller à l'échec sur une série. Par exemple, quelque chose qu'on fait parfois en powerlifting, c'est d'aller à l'échec sur la dernière répétition, pardon, sur la dernière série d'un exercice, d'un groupe musculaire donné ou d'un mouvement donné sur votre séance ou sur votre semaine. Par exemple, on pourrait programmer, c'est quelque chose que j'ai fait par le passé, euh, un certain nombre de séries, où est-ce que je demande 3 répétitions par série, mais sur la dernière série, je demande d'aller à l'échec. Et si l'athlète réalise 3 à 5 répétitions, on est certainement sur une bonne charge. S'il réalise 6 à 7 répétitions, on peut potentiellement légèrement augmenter la charge lors de la semaine prochaine. Et s'il fait plus que 7 répétitions, on peut augmenter encore un tout petit peu la charge sur la semaine prochaine, par Tu exemple. parlais de répétitions en plus du nombre demandé. Oui, donc Ouais. si il fait, plus il va faire de Ouais. répétitions par rapport à ce qui était prévu, plus on va pouvoir surcharger la semaine suivante potentiellement, puisque ça voudrait dire que les séries précédentes étaient plutôt faciles. S'il n'a pas accumulé beaucoup de fatigue et qu'il a pu réaliser beaucoup de répétitions à cette charge donnée lors de la dernière série. Voilà, voilà. On va parler maintenant un petit peu de la fréquence. On est resté beaucoup sur volume, intensité, RPE, RIR, etc. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous êtes passionné, donc on vous apporte des connaissances. Régalez-vous. On va parler de la fréquence. Donc, la fréquence, je l'ai dit, c'est soit le nombre de fois où vous entraînez dans la semaine, mais souvent on se réfère à ça comme étant le nombre de fois où vous travaillez un mouvement ou un groupe musculaire. Alors, lorsqu'on parle de ça pour le nombre de fois où on travaille un groupe musculaire par semaine, souvent le consensus c'est que c'est intéressant de travailler un groupe musculaire au moins 2 fois par semaine. Et cela parce que si vous réalisez une seule séance par semaine, pour caler tout votre volume hebdomadaire dessus, déjà ça va être une séance qui va être extrêmement épuisante. Et deuxièmement, vous allez créer beaucoup de dommages musculaires, la récupération va être très mauvaise et le volume de votre fin de séance ne va pas être productif.
C'est pour ça que bon, dans les études comparant différentes fréquences, du 1, 2, 3, 4, 5, on a un gros saut donc saut SAUT, hein, pas SEAU, un gros saut de bienfaits, un jump, entre le passage de 1 à 2 fois par semaine. Pour ces raisons-là, parce que simplement c'est intenable de réaliser plus de 10-12 séries par groupe musculaire sur une séance, ça fait beaucoup, et on bénéficie de répartir ça sur au moins 2 séances. Plus votre volume va être élevé, plus vous allez bénéficier d'une haute fréquence d'entraînement par muscle pour ces raisons-là. Ensuite, pour la force, une plus haute fréquence c'est encore plus intéressante pour les gains de force que pour les gains d'hypertrophie, parce que c'est différents mécanismes qui sont mis en jeu. Euh, et en fait, pour les gains de force, il va falloir être très proficient, efficient sur le mouvement, donc apprendre vraiment une très bonne technique et que ça devienne par exemple une seconde nature de réaliser du squat ou du front lever. Donc il faut que votre technique soit impeccable et que votre schéma nerveux sur le mouvement soit très efficient. Et ça bénéficie d'une plus haute fréquence, donc une exposition à plusieurs reprises lors de la semaine. Donc au minimum 2 fois par semaine, même parfois on bénéficie de 3 fois par semaine. Ça dépend du type de mouvement, souvent des skills de calisthenics. Vous allez pouvoir les faire 3 fois par semaine, peut-être même un peu plus. Alors que bon, si vous faites des mouvements un peu moins orientés skill, mais peut-être un peu plus orientés force, vous allez moins bénéficier d'une si haute fréquence, mais bon, ça reste bénéfique de squatter 3 fois par semaine par exemple. Mais ce sera intéressant d'ajouter un petit peu de variation, d'avoir un jour un petit peu léger au niveau intensité relative ou intensité absolue pour réduire un petit peu les risques de blessure d'usure. Donc faites attention lorsque vous augmentez votre fréquence sur les dips, sur le squat, le soulevé de terre, des choses comme ça. Ça risque d'être un petit peu plus dangereux que si vous augmentez brutalement votre fréquence sur le front lever, disons, euh, simplement parce que c'est des mouvements un poil plus traumatisants potentiellement pour vos articulations, et aussi parce que lorsqu'on augmente notre fréquence, on a souvent tendance à augmenter notre volume par la même occasion. Et d'ailleurs, c'est plutôt, même en fait, totalement la hausse du volume qui est dangereuse plus que la hausse plus que la hausse de la fréquence en fait. Ou la hausse de l'intensité aussi. Oui, la hausse d'intensité peut être dangereuse si c'est fait plutôt brutalement. Et donc, si vous allez à l'échec, va devenir très néfaste de justement avoir une haute fréquence, car vous allez directement empêcher certaines adaptations de se faire le lendemain, tandis que si vous avez une faible fréquence, là il peut être intéressant, en général dans les études où on monte la proximité à l'échec et qu'il y a une faible fréquence, c'est pour ça que celle-là égalise plus celle où l'échec est évité, tandis que dans les études qui montrent qu'il y a une autre fréquence, ben, on voit que la proximité à l'échec est beaucoup plus basse, et c'est là que les résultats concordent, voire sont plus en faveur d'une autre fréquence. Donc c'est extrêmement important de plus vous entraîner en fréquence, plus avoir un volume suffisamment faible, voire ou une intensité faible. Donc c'était de nouveau ces deux facteurs interreliés. Ouais. Donc pour la fréquence, je voulais aussi rajouter, bah, comme Morgan l'a dit, donc plus le mouvement est technique, plus on a besoin de fréquence. Donc on voit aussi par exemple des mouvements comme de la presse à cuisse, par exemple, beaucoup plus simple que du squat. Donc il n'y a peut-être pas besoin de faire de la fréquence pour la presse à cuisse, car il y aura beaucoup moins de choses à prendre en compte. Même chose pour du curl, donc de nouveau, c'est plus facile à faire. On a moins besoin de réfléchir à ce qu'on est en train de faire sur un curl que sur une traction en supination à la limite, ou une traction à une main. Euh, on connaît aussi très bien les entraînements à la méthode bulgare ou les entraînements à la Pavel Tsatsouline, le Guiz de Wu, pas mal utilisé en calisthénie, donc, ou même dans les gens qui veulent faire des records du monde en mode traction pompe. Ils font à plusieurs reprises dans leur journée des séries assez élevées, de nouveau une intensité assez faible, du même mouvement plusieurs fois dans leur journée. Donc parfois ils ont une intensité plus élevée, donc ils avaient un volume très faible, donc ils faisaient qu'une répétition. Et, euh, et donc à une fréquence très élevée pour être vraiment conditionné au stimulus et le faire le plus souvent possible. C'est intéressant, j'ai déjà expérimenté pas mal là-dessus, donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne à propos de ça. Et certains en ont fait, donc vraiment renseignez-vous un peu sur le quiz de goût. C'est une très bonne méthode pour ceux qui sont vraiment adeptes de la fréquence.
Maintenant qu'on a vu un petit peu ces points-là, il y a encore plein de choses à dire, mais la vidéo commence déjà à être assez longue et on commence à divaguer par-ci par-là. Un autre point extrêmement important dans sa programmation, c'est est-ce que j'aime mon programme actuel? Est-ce que je prends plaisir à aller faire ma séance? Est-ce que j'arrive à mêler ça à ma vie quotidienne? Est-ce que ça m'empêche d'avoir une vie sociale? Est-ce que est-ce que je progresse? Est-ce que je vois que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? C'est vraiment des facteurs qui vont faire que l'on va continuer à s'entraîner. Même si on a le meilleur programme du monde, ben, si on ne le suit pas, parce qu'on n'a pas, parce que c'est dur, parce que certaines personnes tolèrent moins un entraînement que d'autres. Si vous arrêtez votre programme, ben, vous n'allez pas avoir de résultats. Si vous le faites régulièrement et que vous kiffez le faire, même si ça peut vraiment demander énormément de temps, plus on est avancé, ben, les athlètes de haut niveau s'entraînent vraiment énormément. Là, ça peut avoir du détriment sur le vie sociale, mais leurs progrès d'entraînement sont plus importants. Donc là, c'est tout à fait louable de s'entraîner encore plus. Et tant que vous récupérez, que vous progressez, continuez. Parfois aussi, si vous voyez que vous ne progressez pas, ça peut être frustrant, ça peut être dû à une blessure parce que vous êtes trop entraîné, parce que le programme était trop difficile, ou alors que vous n'avez pas respecté certaines choses, que vous aviez peut-être eu des facteurs extérieurs. De nouveau, vraiment voyez un petit peu vos progrès. C'est souvent les progrès qui vont amener au fait que vous alliez aimer votre programme. C'est les personnes qui sont plus orientées sur un processus, vont vraiment prendre du plaisir à s'améliorer quotidiennement, hebdomadairement et même pendant l'année. Tandis que si vous avez des objectifs plus sur le résultat, sur vos performances, sur le fait de montrer ça aux autres, vous allez peut-être avoir un peu moins de motivation si vous ne progressez pas. Essayez de voir aussi un petit peu de nouveau dans vos objectifs pourquoi est-ce que vous faites ce sport, ce mouvement. Donc, euh, Ouais, je suis assez d'accord avec Alexandre. Alors nous, on a mis ça en cinquième point. Le point est-ce que ça marche, est-ce que j'aime. Mais c'est un petit peu un fil conducteur, hein. C'est un petit peu la base de la pyramide, pour reprendre la métaphore de Eric Helms. C'est un petit peu ce qui va. C'est un petit peu ce sur quoi tout va se baser. Il faut que votre programme vous plaise pour que vous puissiez le suivre sur le long terme. C'est ce qui va compter, hein. Oui, en effet, il faut avoir un très bon programme. Si vous ne le suivez pas, ça ne change rien. Si c'est un programme que vous n'allez pas faire, que vous allez arrêter bientôt, si vous ne prenez pas de plaisir, si l'entraînement est une corvée, changez de programme. Faites quelque chose de plus fun, même si c'est peut-être moins optimal, c'est pas grave, au moins ce sera quelque chose que vous ferez. C'est souvent le cas, par exemple, en musculation, il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle un bro split, c'est-à-dire on fait chaque jour un seul groupe musculaire. Par exemple, le lundi, on va travailler que les pectoraux, le mardi, on va faire, je sais pas, que le dos, le mercredi, que les épaules, des choses du genre. Et même si théoriquement c'est sous-optimal, donc vis-à-vis de ce qu'on a dit précédemment, au niveau de la fréquence d'entraînement, eh bien, c'est des choses qu'ils aiment faire. Et si on les mettait sur un programme un petit peu plus optimal, disons en push-pull leg ou en upper lower, qui optimiserait un petit peu plus la notion de fréquence d'entraînement par groupe musculaire, eh bien ce sera un programme que ces gens-là ne suivraient pas ou sur lesquels ils ne travailleraient pas dur et potentiellement ce sera un programme sur lequel ils progresseraient moins. J'en profite pour penser qu'on a totalement oublié de donner une recommandation que je voulais donner au niveau de l'hypertrophie et le volume. ouais. Souvent, on recommande pour l'hypertrophie 10 à 20 séries par groupe musculaire par semaine. C'est quelque chose qui peut varier selon votre génétique, selon vos capacités de récupération, mais commencez par plutôt la fourchette basse, donc aux alentours des 8-12 séries, surtout si vous débutez. Et plus vous allez être avancé, et si vous voyez que vous tolérez correctement les 8-12 séries par groupe musculaire par semaine, vous allez pouvoir progressivement augmenter ça ou pas. Si vous progressez correctement sur sur du 8-12 séries par groupe musculaire par semaine, faites comme moi, soyez feignant et appréciez vos résultats. Faites le minimum. Faites le minimum syndical. Et commencez aussi bas dans votre programme. Au début, soyez toujours conservateur. Commencez toujours par des charges plus faibles, un volume plus faible pour pouvoir remonter des échelons. Souvent, on va aller trop vite d'un coup.
trop vite, trop loin, et ça mène trop à rien. Donc, je voulais rajouter, maintenant on va revenir sur le fait qu'on aime le programme. Donc, on parlait par exemple d'un exemple d'une personne qui fait un broad split et puis qu'on lui met sur un programme plus compliqué, plus complexe, plus optimal, qu'elle n'adhère pas. Il y a la même chose aussi avec des gens qui préfèrent une certaine liberté d'entraînement. Donc là, on vous donne plein de recommandations, nombre de séries, programmer long terme, programmer sur la semaine, etc. Mais parfois, il y a des gens, admettons, on programme sur une semaine, on a prévu 4 entraînements, il doit le faire absolument le lundi, le mardi, puis le jeudi et le vendredi, on va dire un upper-lower. Ben, peut-être que les personnes pourront le faire, préfèrent avoir une certaine flexibilité, et donc ils pourront plus facilement le faire à des jours irréguliers. Donc ils pourraient très bien faire ça le lundi. Ah, se dire le mardi, ben, j'ai pas trop envie de le faire, je suis plus à l'aise à le faire le mercredi, et la semaine d'après le mardi, et ainsi de suite, changer. Donc c'est aussi bien de prendre en compte aussi, ça vient un peu dans le planning et la durée, donc de prendre aussi en compte les préférences de la personne. Même, ça peut même venir dans la séance. Elle se dit, ah, je suis pas en forme aujourd'hui, j'ai pas envie de faire cet exercice-là. Ben, peut-être il va se sentir, il y a certaines personnes qui sont un peu ça, mais ça, on n'est pas trop d'accord avec ça. C'est bien de se fixer sur ce programme pour pouvoir mesurer, etc. Mais certaines personnes préfèrent se sentir un peu plus libres, et dès qu'on leur met un peu une contrainte de respecter notre plan, ben ça va plus, et elles se sentent un peu forcées de le faire. Donc c'est ça qui est difficile à gérer en coachant quelqu'un ou en faisant un programme, c'est de garder cette part de personnalité, de préférence personnelle, et plutôt qu'avoir un aspect complètement robot, parce que sinon ce serait que des robots qui feraient des programmes. Et c'est pour ça qu'on a aussi des coachs en tant qu'humains, et qu'on adapte aussi en fonction des personnes. J'avais un peu à rajouter là-dessus, mais j'ai oublié. Il faut suivre les principes. Donc là, on vous a Ouais. donné des règles générales. Il faut suivre les principes et ensuite construire vos méthodes en respectant les principes, mais en ajoutant, comme l'a dit Alexandre, votre dose d'individualisation. Alors souvent, on a tendance à penser que l'individualisation, c'est uniquement programmer certaines fourchettes de répétition selon une certaine typologie musculaire, par exemple, Un ou exercice selon sa morphologie. ou un exercice sur la morphologie, ou des choses comme ça, qui sont des choses assez objectives et assez raisonnées, certainement. Mais il faut aussi voir le côté individualisation, du côté préférence personnelle. Il y a plusieurs composantes de l'entraînement qui ne sont pas si importantes que ça. Par exemple, les tempos, les temps de repos, c'est moins important que votre volume et votre intensité, par exemple. Donc, malgré que c'est certains, comment dire, certains temps de repos, ou peut-être certains tempos et encore, puissent être plus intéressants théoriquement sur certains exercices pour certaines personnes. Je pense que sur ces points-là, les préférences surpassent parfois les principes. Donc il y a des grands principes à respecter, mais dans certains cas, l'individualisation, c'est aussi faire un programme en fonction des préférences personnelles de l'individu. Voilà. Ouais, donc voilà. Faut mieux adhérer à quelque chose de sous-optimal que ne pas adhérer à quelque chose d'optimal. Sur ce point-là, c'est un peu la conclusion qu'on donnerait. Donc, vous voyez qu'il commence à faire un peu nuit, ça commence à s'obscurcir. C'est la lumière du jour qui diminue. Diminue, ouais. Le compte est bon. Donc, ça veut dire que on a bien fait notre travail. Donc, donc voilà, on a parlé un peu de programmation, on n'a peut-être pas été hyper précis sur certains points. Donc n'hésitez pas à demander en Si vous avez commentaire. des questions, laissez beaucoup de commentaires. Ouais. Donc allez voir certains concepts, parce que parfois on les a déjà élaborés sur notre chaîne. Donc ouais, il y a pas mal de concepts qu'on a discutés là, et qui étaient peut-être moins clairs que d'habitude. Donc on en a déjà parlé aussi dans les podcasts. Donc parfois on se répète beaucoup. Je pense que mes concepts étaient très clairs. Je pense Ouais. qu'Alexandre parle beaucoup pour lui. Et le Calisthenics Science Podcast est plutôt d'accord pour dire que les propos flous étaient plutôt tenus par Alexandre Antropovski. Parfois on était un peu douteux quand même. Mais je pense qu'il y a moyen d'aller plus loin sur certains concepts. Donc n'hésitez pas à aller regarder un peu nos vidéos, on était plus clair là-dessus.
ou d'autres vidéos qui sont plus précises sur ce sujet. Donc j'espère que vous avez aimé aussi le fait qu'on soit à deux en interaction. On a fait des gains, tantôt on a aussi fait une petite vidéo handstand, et Gwen se prépare pour sa compétition de street lifting ce Non, samedi. Morgan. Morgan. Moi, c'est pas Gwen. Là, Tu vas te calmer, rouquin. ouais, c'est la merde, c'est la merde. Donc, compétition, souhaitez-lui bonne chance pour taper des gros PR. Bon, en fait, me souhaitez pas bonne chance parce que ce Ce sera podcast, sûrement il après, ouais. sortira une fois que ma compétition sera passée. Donc voilà. Hein. Merci, Ouais, c'est sympa. Merci pour mais votre soutien. voilà, c'est ça. Donc, c'était tout pour le Calisthenics Science Podcast épisode 14. Ouais, Au revoir. salut.